Bonjour à tous. La France double son budget pour aider l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire de 21 milliards de francs CFA l'an dernier à 42 milliards de francs CFA cette année. Le budget alloué par la France dans le cadre du C2D, entendez contrat de désendettement et de développement, passe au double, de quoi renforcer le secteur de l'enseignement supérieur. Avec Ramata Ali Bakayoko, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, a discuté des besoins des universités ivoiriennes dans le domaine de la recherche scientifique et des équipements didactiques. L'ambassadeur a annoncé que la France va apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour faire face aux problèmes que connaissent les universités du pays. Un budget de 42 milliards de francs CFA est disponible à cet effet dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. La recherche ivoirienne a toujours été un très grand exemple dans le passé et là elle revient vraiment sur le devant de la scène avec de grands projets dans des grands secteurs, y compris sur des laboratoires de pointe. Et c'est normal qu'entre deux pays qui ont depuis longtemps une histoire de la recherche scientifique, sur le cacao, mais aussi en matière de santé, aujourd'hui on retrouve les collaborations d'autrefois. Aujourd'hui, la nouvelle est encore très bonne, puisque la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, a multiplié le budget par 2. Je crois que ça mérite de remercier donc son Excellence. Ça va nous permettre de renforcer les actions qui ont été commencées par mon prédécesseur et donc d'accélérer et d'atteindre donc sûrement les résultats attendus par le président de la République. Depuis des années, la France accompagne les autorités ivoiriennes dans l'équipement des universités et grandes écoles, aussi bien publiques que privées. Des actions de développement qu'elle compte poursuivre selon son ambassadeur pour une meilleure coopération avec la Côte d'Ivoire. Un reportage de Roger Appé commenté par Hugues Hervé Blé. Avec Michel Touré et Justine Djiké, on parle économie à présent. Un atelier a réuni hier les représentants des 15 pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, entre autres. Il était question de promotion de la qualité à travers les prix nationaux et CEDEAO. La qualité pouvant se définir comme la capacité à atteindre les objectifs opérationnels visés, la commission de la CEDEAO promeut des prix nationaux et CEDEAO de la qualité pour faciliter les échanges régionaux et internationaux pour une meilleure protection des consommateurs. La commission de la CEDEAO, appuyée par l'Union européenne et son partenaire l'ONUDI, s'attelle depuis une dizaine d'années donc à remonter le niveau de la qualité qui permettra à nos produits, à nos services d'être compétitifs et qui permettra aussi à nos consommateurs et à l'environnement aussi d'être protégés. Cette plateforme d'échange est le lieu pour les représentants des États de la CEDEAO et de la Mauritanie, des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA et de certaines fêtières régionales d'entreprises de définir les critères des prix nationaux et CEDEAO de la qualité. Les critères vont surtout se baser sur des normes génériques où, quelle que soit l'entreprise, sa fonction, l'activité, ça puisse être applicable à ces organisations ou entreprises. Donc, on a retenu essentiellement 2 normes, l'ISO 9001 et l'ISO 9004. Ces 2 normes parlent de la performance durable des entreprises. La Côte d'Ivoire, forte de son expérience en matière d'organisation de prix de la qualité, apporte sa contribution. La première édition du prix CEDEAO de la qualité se tiendra en 2017 avec l'appui du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. C'était un commentaire de Justine Djiké. La revalorisation des déchets, l'harmonisation d'initiatives, le changement climatique, autant de sujets abordés hier par Sabane Michel, présidente du R20, Region of Climate Action. Elle était l'hôte du ministre Ahmed Bakayoko. La rencontre, notez-le, s'inscrit dans la perspective de la COP22 qui se tiendra au Maroc. Rappelons que la COP21, la grande conférence sur le climat, s'est tenue en décembre dernier. C'était à Paris. Dans quelques mois se tiendra en Côte d'Ivoire le 2e sommet des consciences dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique.
En prélude à cet événement, la présidente du R20, Region of Climate Action, Michel Saban, s'est entretenue avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont aussi porté sur la gestion des déchets ménagers pour la préservation de la planète. Nous avons évoqué quelques sujets, notamment la question des déchets, la revalorisation des déchets, pour faire en sorte que ça devienne un enjeu majeur en Côte d'Ivoire et une prise en compte, une prise de conscience des hommes et des femmes, notamment de la jeunesse ivoirienne dans la matière. Ce que nous avons surtout décidé, c'est que la Côte d'Ivoire sera en pointe au moment de la COP22 au Maroc, porteuse de projets, de solutions et de réalisations. Pour Michel Saban, la formation des jeunes, leur insertion économique ainsi que la participation des femmes à la lutte contre le changement climatique constituent une priorité dans la mise en œuvre de ces initiatives. À cette rencontre, la présidente du R20 était accompagnée d'une délégation de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Fondée en 2010 par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, Region of Climate Action constitue un réseau mondial de partenaires techniques et financiers qui identifient et financent des projets économiques et environnementaux. On se rend à présent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où le président s'est prononcé sur le mandat d'arrêt international émis contre lui par le Burkina Faso. Ce Guillaume se dit serein et s'inscrit dans la voie diplomatique. Je suis serein. La sérénité, c'est le sentiment que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voulu partager avec les députés des régions de l'ouest du pays. Guillaume Soro les a par ailleurs mis en mission avec une feuille de route. Rassurer et toute la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, mais surtout celle fortement représentée dans l'ouest du pays et qui pourrait craindre une détérioration des relations entre les deux États. Que personne ne se trompe. Nous continuerons d'entretenir les meilleures relations avec nos frères du Burkina Faso. C'est pourquoi je vous mets tous, sans exception, chacun ici, de retourner dans vos circonscriptions pour passer le message de la tranquillité et de la paix. Pour Guillaume Soro, il faut privilégier la voie diplomatique telle que préconisée par le président Alassane Ouattara pour le règlement de cette affaire. En ce qui me concerne, je ne peux que m'aligner sur la position du président de la République. Mon avis est simple. Il ne faut pas nous détourner de ce qui est l'essentiel pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous concentrer sur ce qui préoccupe les Ivoiriens. Ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est la sécurité, c'est de vivre dans la tranquillité et c'est l'épanouissement. Les députés de l'ouest de la Côte d'Ivoire, eux, ont réaffirmé leur soutien au président de l'Assemblée nationale qui a promis effectuer très prochainement une visite dans cette région du pays. À présent, des échos du procès Robert Gueye, l'audience des 24 militaires présumés assassins du général Robert Gueye, des membres de sa garde rapprochée et des membres de sa famille se poursuit. Abou Sanogo était tiers à l'état-major général des FRC. Le tribunal, après avoir statué sur les exceptions soulevées par la défense, notamment l'irrégularité de la composition du tribunal, l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et d'amnistie, les a déclarées non recevables. Par conséquent, l'audience des 24 prévenus poursuivis pour les faits qualifiés d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de sa garde rapprochée et des membres de sa famille le 19 septembre 2002 pouvait commencer. Premier à la barre, l'adjudant Kwadjo poursuivi pour complicité d'assassinat du général et de son épouse.
Il a avoué avoir conduit l'expédition sur la cathédrale où était retranché le général Robert Gueye. Il a reconnu avoir sorti le général de son lieu de cachette pour le remettre à Dogbobli, alors colonel, et au capitaine Seka Seka Anselme. L'adjudant Kwadjo Kwadjo ajoute que ce sont ces derniers qui ont conduit le général Robert Gueye vers une destination inconnue. Il a également reconnu leur avoir livré l'épouse de Robert Gueye. Pour les avocats des victimes, justice doit être rendue. Les faits ne sont pas amnistiables. Nous avons beaucoup d'espoir qu'on connaisse la vérité. Et c'est pour ça que vous avez dû constater qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons faire le point, nous allons faire la synthèse et nous allons dégager les lignes de force de cet interrogatoire. Nous savons que les faits ont été commis. Nous avons une idée sur les auteurs de ces faits. L'audience reprend ce mardi 26 janvier avec la comparution des autres prévenus. Hors de chez nous, au moins 32 morts et 66 blessés dans un attentat suicide hier matin dans le village de Bodo, c'est au nord-est du Cameroun. 4 kamikazes, 4 jeunes filles se sont fait exploser sur un marché. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays. Le bilan n'est toujours pas définitif. Des opérations coordonnées entre les forces de l'ordre camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale sont toujours en cours. On s'intéresse à présent aux difficultés des réfugiés burundais à Kigali. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un 3e mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc, je ne pouvais pas travailler parce que, surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc, vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, vous voyez, quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer de loyer parce que, vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi. Voilà, et puis cette information pour terminer, l'Inde célèbre aujourd'hui le jour de la République, fête nationale marquée par un défilé militaire. Une parade donc a été ouverte très tôt ce matin par un régiment français avec aux premières loges donc le président François Hollande. Vous l'avez compris, la France est l'invité d'honneur du pays cette année. Merci de nous avoir suivis.